Bonjour et bienvenue à la table des économistes. Dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on en parle partout. Une crise économique est attendue suite à l'épidémie de Covid-19. Des critiques, parfois les sérieuses, parfois elles sont un peu légères, affirment que cette crise est l'occasion de repenser en profondeur le fonctionnement de l'économie. Parfois, elles vont plus loin. Elles suggèrent que la crise économique est une conséquence de notre système économique, que ce seraient les règles du jeu capitaliste qui nous ont menés à cette crise. Je dis capitaliste parce que l'usage qu'on fait de ce mot est un peu délicat et mériterait une petite réflexion. Que ce jeu, appelons-le justement capitaliste ou si vous préférez néolibéral ou encore de laisser-faire et des nombreux défauts, c'est pas vraiment une nouveauté. Mais dire du capitalisme, c'est presque comme tirer sur des poissons dans un tonneau, au point qu'il vient un peu spontané de se demander mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire de ce système? Il fait quoi au juste? Il sert à quoi? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une idée que les économistes appellent équilibre général et que moi j'ai appelé l'idée dangereuse de Walras. Pourquoi l'idée dangereuse? C'est un clin d'œil à un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Dan Dennett qui parle de l'idée dangereuse de Darwin, une idée qui ressemble à bien des égards à l'idée de Walras. À travers cette idée, je vais montrer quel est le service qui nous rend ce jeu du marché lorsqu'il fonctionne sur un modèle du genre laisser-faire. Je ne vais pas du tout suggérer que cette fonction du marché justifie ses défaillances, ses défauts et ses injustices. Si le système économique était une montre, c'est sûr que ce ne serait pas un Rolex. Par contre, si l'on veut réparer sa montre parce qu'elle marche mal, parce qu'elle prend du retard, parce qu'elle fait des trucs qu'on ne souhaite pas, il faut au moins s'assurer que les rouages qu'on remplace continueront à rendre le service que la montre était censée rendre. Dans notre cas, que le marché est censé rendre, parce que, et ça sera le point que je vais essayer de vous montrer, c'est un service essentiel. Voici donc un marché. Vous voyez que dans mon marché, il y a un tableau de prix qui sont affichés. Courgettes à 3 € le kilo, tomates à 4, aubergines à 2,5. Il y a aussi des acheteurs et des vendeurs. Et chacun de ces personnes, en arrivant au marché, lit les tableaux de prix et formule son plan d'achat. Par exemple, lui aujourd'hui, il s'est dit « j'ai envie de 2 courgettes, 3 tomates, 2 aubergines ». Lui, il trouve ça trop cher, il n'achète rien. Les vendeurs font de même. Ils se disent « à ces prix-là, aujourd'hui, lui, il veut vendre 1 kilo de courgettes, 1 kilo de tomates, 1 kilo d'aubergines. Bien sûr, les prix peuvent changer. Si les prix changent, le plan d'achat changera. Par exemple, là vous voyez que les courgettes sont soudainement moins chères, les tomates sont plus chères et les aubergines n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura un peu plus d'envie de s'acheter des courgettes, un peu moins envie de s'acheter des tomates, et peut-être que l'envie d'acheter des aubergines, puisqu'on a acheté plein de courgettes, va aussi changer. Peut-être que soudainement, malgré que le prix soit le même, on a envie d'un peu moins d'aubergines. De même chez les vendeurs, vous allez voir que puisque les tomates sont plus chères, on aura davantage envie d'en vendre, que puisque les courgettes sont moins chères, on n'aura peut-être pas envie d'en vendre du tout, et que, puisque les aubergines n'ont pas changé de prix, on va se dire, l'offre d'aubergines reste la même. L'idée dangereuse de Walras est la suivante, c'est qu'il existe un tableau de prix et un seul, tel que l'offre est égale à la demande.
C'est-à-dire que si on regroupe tout ce que les acheteurs ont envie d'acheter et on regroupe tout ce que les vendeurs ont envie de vendre, sans demander qui veut quoi, les deux ensembles sont identiques. Vous voyez là, ils ont envie d'acheter 5 kg de courgettes, 3 kg de tomates et 1 kg d'aubergines. Et de même, ils ont envie de vendre 5 kg de courgettes, 3 kg de tomates et 1 kg d'aubergines. L'offre est donc égale à la demande. Dans ce cas-là, tout acheteur trouvera à acheter ce qu'il veut et tout vendeur pourra vendre ce qu'il veut. Bien sûr, voilà, c'est très clair là-dessus. Les vrais marchés ne fonctionnent pas comme ça. Ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est une espèce de marché idéal. C'est la manière dont les marchés devraient fonctionner. Et une chose très importante, sur ce marché-là, il y a plein de gens. Vous voyez, il y a plein d'acheteurs, plein de vendeurs. C'est pas un vendeur. Comment trouver le tableau magique qui permet la réalisation de cet équilibre? C'est un beau mot, équilibre, n'est-ce pas? Ça suggère harmonie, bonheur, plein de belles choses. Eh bien, c'est le marché qui le fait. Sur un marché des laissez-faire, chacun est libre de choisir ses prix s'il est vendeur et de modifier ses achats s'il est acheteur. Néanmoins, cette liberté dépend de ce qui nous entoure. Si tout le monde se roule sur mes marchandises et que je puise rapidement mon stock, je peux monter un peu mes prix et gagner plus. Ce serait absurde de ne pas le faire, n'est-ce pas? Et si je suis disposé à acheter 3 kg de courgettes pour 6 €, mais que ce jour-là, chance, les courgettes coûtent moins cher, ce serait absurde de ne pas sauter sur l'occasion et peut-être en acheter un peu plus ou bien garder un peu de mon argent pour acheter autre chose. Très rapidement, les prix à la vente vont se niveler. Tous les marchands vendent au même prix et personne ne pourra vendre plus ni acheter moins cher, même s'il le voudrait bien. Le prix se fige et il se fige par ce mécanisme à un niveau pour lequel l'offre est égale à la demande. Il est important de s'arrêter un instant sur l'idée de liberté qu'il y a là derrière ce marché idéal. Si une marchandise est très très chère, ce que ça suggère, c'est qu'il est difficile de s'en procurer ou de la fabriquer, ou bien qu'elle voyage depuis un pays lointain ou que c'est dangereux d'en produire. Dans ce monde de liberté du commerce, une marchandise facile à produire ne peut pas être chère. Si c'est facile à produire et que je décide de mettre un prix élevé en tant que marchand, quelqu'un d'autre va rapidement arriver et proposer la même marchandise à moindre prix. Et j'aurai le choix entre m'adapter ou faire faillite, un peu comme les animaux qui ne s'adaptent pas à leur environnement disparaissent, un marchand qui ne s'adapte pas à son environnement disparaît. C'est pour ça que j'appelle ça l'idée dangereuse de Walras. Le prix, ça c'était une suggestion faite par Friedrich von Hayek, un autre grand économiste champion du libéralisme, résume quelque part l'information sur tout ce qu'il y a à savoir à propos de la production, les transports, la rareté, les génies qu'il a fallu pour produire un bien. Le prix est une mesure de tout ce qu'il y a à savoir à propos d'un bien sur une échelle unique qui permet de comparer des biens aussi différents que des parapluies et des ordinateurs. Ou on peut tout à fait dire, tiens, le parapluie, il vaut 100 fois moins cher que l'ordinateur. Ils n'ont rien en commun et pourtant on le compare à travers leur prix. Si les marchés n'existent plus, il faudrait alors une autorité centrale qui décide des prix et qui parvient à trouver les bons sous peine de gros gaspillage ou de graves carences. C'est-à-dire, si le tableau de prix devait être décidé par une autorité, cette autorité, soit elle décide par magie les tableaux pour lesquels l'offre est égale à la demande, soit il va y avoir une forme ou une autre de gaspillage ou de carence. Soit il n'y en a pas assez pour tout le monde, soit il y en a vraiment trop. Walras l'a bien vu que c'est extrêmement compliqué de faire ces calculs d'un point de vue théorique sur une feuille. Mais l'algorithme du marché, quelque part, arrive à faire ce calcul de façon extrêmement efficace. Les économies planifiées du passé ont eu le plus grand mal, justement, à planifier efficacement la production, sans compter qu'ils l'ont fait au détriment de la liberté de chacun de nous de choisir ce qui lui plaît d'acheter ou de vendre,
parce que ce calcul est vraiment très dur. Le jeu du laisser-faire peut dysfonctionner à bien d'égards et les marchés réels diffèrent beaucoup de cette version idéale. Il y a par exemple des situations de monopole. C'est un dysfonctionnement. Un autre exemple de dysfonctionnement dont nous nous sommes rendus de plus en plus compte dans les derniers 100 ans, c'est que l'acte même d'échanger, qui est expression d'une liberté qui porte avantage à l'acheteur comme au vendeur, parfois implique une nuisance pour d'autres personnes. Ces nuisances ont quelque chose de dramatique lorsqu'elles prennent par exemple la forme de la pollution et finissent par endommager toute une communauté. Dans ce genre de cas, on peut essayer d'introduire des règles. Pour les monopoles, c'est par exemple les lois antitrust. Pour l'environnement, c'est la taxe carbone, qui ramène la réalité du marché aussi proche que possible du modèle idéal des Valras. De plus, la liberté d'échanger des libéraux ne dit rien du tout sur les rapports sociaux qui existent dans un marché, ni d'ailleurs, et c'est peut-être l'aspect le plus dramatique, sur la richesse avec laquelle nous nous rendons au marché. Vous vous rappelez que les individus arrivaient avec des envies d'achat très différentes, ce qui suggère que certains étaient beaucoup plus fortunés que d'autres. Les marchés, nous le savons depuis un moment, sont aussi sujets à des crises périodiques, des natures diverses, parfois bien comprises, souvent pas trop. Voilà, c'est comme ça. L'économie, des fois, elle se porte bien et des fois, elle se porte pas bien du tout. Et la crise économique à nos portes, quel rapport avec le système capitaliste? Je trouve personnellement que cette crise est un peu spéciale. Ce n'est pas une crise du système économique, ce n'est pas une crise de surproduction, une bulle, une période de cycle économique défavorable. Fondamentalement, ce qui nous arrive, c'est que pendant 2 mois, nous étions malades, ou bien, pour éviter de le devenir, les autorités nous ont dit « restez chez vous ». Personne n'a acheté ni vendu. Ce qui s'est passé, c'est ça. Certains biens s'échangeront avec du retard, d'autres simplement sont perdus. Si ce que je produis, ce sont des concertos de Bach, des albums, des photos de mariage ou des lapins de Pâques en chocolat, je ne vais pas pouvoir vendre mes biens plus tard. Et certainement, les biens que je vais vendre maintenant ne rempliront pas mon assiette du mois passé. Mais ce n'est pas vraiment lié au marché capitaliste. Ce genre de crise nous aurait frappé à l'époque féodale, dans la Rome esclavagiste ou dans une économie planifiée de style soviétique. Quel rapport donc entre mode de production et crise économique à venir? Quelque part, ce qui est en train d'arriver, c'est, contrairement aux crises habituelles qui sont soit une diminution de l'offre, soit une diminution de la demande, une diminution de deux en même temps. Je vous mets en description en bas un lien, un très bon résumé fait par Internazionale en français, sous-titré en italien, qui explique un peu plus en détail de quoi je parle. Quel rapport donc entre mode de production et crise économique à venir? Certains effets de cette crise ne seront pas au fond très différents des crises du passé. Et notamment pour ce qui en est de la demande, on peut aller quelque part intervenir. Plus de chômage, des entreprises en détresse, de l'endettement des États et probablement un peu d'inflation sont ce qui nous attend. Seulement, certains États ont historiquement conçu des anticorps contre ce genre de choses. Une assurance chômage, des aides aux entreprises, des aides d'État aux particuliers se transforment relativement facilement dans du chômage technique, le sauvetage de la banqueroute pour les entreprises ou bien pour les particuliers. Ça marche parce que ces institutions-là existent déjà et il suffit de les renforcer par une belle et massive injection d'argent que, bien sûr, il faudra payer ensuite et l'addition va être chère. C'est plus compliqué lorsque ces institutions doivent être créées entièrement des rien. Si c'est le cas, tout est plus cher, plus lent, plus compliqué, à un moment où économiquement, ça va déjà pas très bien. Et si on choisit de rien faire du tout, les conséquences peuvent carrément devenir dramatiques. Donc, méfions-nous de ces affirmations faciles. Cette crise économique n'est pas directement liée au système économique,
C'est par contre une occasion de tester nos institutions, d'en revoir un peu les réglages et pourquoi pas d'en créer de nouvelles. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine fois à la table des économistes.